Après avoir fait le point sur la problématique de l'interdisciplinarité à l'école, puis sur les repères institutionnels et théoriques dont on dispose pour penser les grandes lignes d'enseignement interdisciplinaire, nous allons désormais nous pencher sur les possibilités de mise en œuvre. Comme précédemment, à partir d'une illustration humoristique, on a ici l'idée d'un élève qui nous parle de l'école buissonnière, indiquant que ce qu'il rencontre en dehors de l'école lui permet de pratiquer l'interdisciplinarité. Il va se déplacer à bicyclette, donc faire du sport, pour bouquiner, donc faire du français, observer la nature, donc faire des SVT. On est ici, jusqu'à un certain point, dans une perspective interdisciplinaire. Mais on se rappelle qu'il s'agit du degré zéro de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de ce que Michel Develay, 1992, a dénommé le maraboutisme. Il s'agit pour nous ici, dans cette troisième partie de l'intervention, de penser les perspectives pluri- et transdisciplinaires qui renverraient à de l'interdisciplinarité. Nous allons faire un tour d'horizon de la littérature pour pointer un certain nombre de perspectives possibles. Lorsqu'on pense enseignement interdisciplinaire, on dispose dans les écrits d'un certain nombre de théoriciens, d'auteurs en sciences de l'éducation, ou dans le champ de l'EPS, parfois, de propositions. On peut essayer de les mettre en catégories sans pour autant prétendre à l'exhaustivité. Nous allons commencer par un premier point de vue qui renvoie à Michel Develay lui-même dans l'ouvrage sorti en 1992 que j'ai évoqué auparavant dans cette intervention. Michel Develay ancre son raisonnement dans une remarque de Georges Vigarello renvoyant à l'idée de concept caméléon. Qu'entend Vigarello par concept caméléon? À l'occasion d'une réflexion sur l'interdisciplinarité dans l'enseignement, Georges Vigarello a attiré l'attention sur le fait qu'il convient de ne pas se faire piéger par des concepts, des notions, des méthodes qui renverraient à une même dénomination d'une discipline à l'autre, alors qu'elles auraient en fait une teneur, une tonalité différente d'une discipline à l'autre. C'est par exemple le cas, nous dit Michel Develay, du concept d'énergie que j'ai évoqué auparavant dans la partie 2 de cette intervention. Michel Develay s'ancre sur le concept d'énergie dont il nous dit qu'en 1992, il est présent dans les programmes de biologie, de physique et d'EPS dans l'enseignement agricole. Pour autant, souligne cet auteur, l'énergie présente dans la manière dont elle est appréhendée des particularités d'une discipline à l'autre. En biologie, on pense plutôt l'énergie en termes de réserve, de substrat énergétique, de processus de stockage, de dégradation. En physique, on pense essentiellement l'énergie sous l'angle d'une entité qui se transforme. On parle de la conservation de l'énergie, de la transformation énergie cinétique, énergie potentielle. En EPS, on parle d'énergie comme une entité qui est à gérer, à économiser. On le voit donc, la manière dont on se penche sur l'énergie est propre à chacune de nos trois disciplines, si bien que chacune de nos trois disciplines éclaire l'énergie d'une manière particulière. Si on regarde chaque discipline prise séparément, on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est la raison pour laquelle Michel Develay nous propose de mettre en place et en œuvre une transdisciplinarité a posteriori. Transdisciplinarité, pourquoi? Parce qu'on est sur une notion, un concept du reste commun à plusieurs disciplines, qui traversent ces disciplines, a posteriori, parce qu'il s'agirait, selon lui, de travailler d'abord l'énergie
dans chacune des disciplines séparément pour ensuite installer un temps de travail commun aux trois disciplines, aux trois enseignements, qui viserait finalement à faire le point sur ce qu'on peut entendre par énergie à partir de chacune des trois disciplines, de sorte à repérer les différences et par-delà les différences, le radical commun qui renverrait au concept lui-même d'énergie. Et on aurait autour de ce concept un champ notionnel, ce qui nous permettrait de bien comprendre, de bien appréhender ce qu'on peut entendre par énergie. D'autres possibilités de travail interdisciplinaire existent. J'en ai pointé quelques-unes, à la demande d'ailleurs de Michel Develay à l'époque, en 1997, dans un ouvrage sorti à cette époque, et j'ai pointé une première perspective au niveau de laquelle deux disciplines seraient appelées à collaborer pour construire un même savoir. Vous voyez, on est sur une perspective différente de la transdisciplinarité a posteriori. Dans la transdisciplinarité a posteriori, chaque discipline apporte un savoir sur l'énergie. Puis, on construit le concept et le réseau notionnel. Dans le cadre de l'option 1 que je présente ici, nous avons deux disciplines qui collaborent pour construire un même savoir. C'est le cas de la géographie et de la course d'orientation. J'ai mis en œuvre un travail de ce type alors que j'étais enseignant en école primaire pour me rendre compte par la suite, en visitant des enseignants stagiaires, que cette méthode était applicable et pertinente au collège, en SECPA en particulier. Qu'en est-il? On se trouve, que ce soit à l'école primaire ou en SECPA, avec des élèves qui ont des difficultés à conceptualiser, c'est-à-dire à opérer cette fameuse relation carte-terrain entre le représentant d'une réalité quelconque, la carte, et les actions concrètes qu'on doit mettre en œuvre sur le terrain correspondant. Quelle logique? Tout d'abord, un travail qui renvoie à de la géographie autour de l'étude de l'espace proche. Par exemple, une étude du parc qui jouxte l'école ou le collège dans lequel on est implanté. Il s'agit d'en faire une visite, de repérer les éléments significatifs pour ensuite en opérer une représentation. Les élèves s'y essaient. On s'aperçoit que tout le monde n'est pas d'accord. On peut retourner sur le terrain pour vérifier jusqu'à ce qu'on arrive à un dessin qui met tout le monde d'accord sur les éléments significatifs de notre parc, les chemins, etc. À partir de là, on en vient à l'idée qu'il pourrait être intéressant de mettre en place une chasse au trésor, à minima, dans ce parc, ce qui nécessite de s'entraîner à se déplacer dans le parc, à partir d'une carte sur laquelle sont indiqués les différents trésors. De ce point de vue-là, on met en place dans le gymnase une maquette géante du parc. Je l'avais mise en place avec des cartons, avec des tapis qui symbolisaient les différents chemins. Bref, on avait une espèce de mini-parc qui occupait une moitié de gymnase sur lequel on se déplaçait, on opérait des jeux d'orientation. Il s'agissait par exemple de se déplacer pour deviner à quel endroit on était. On ouvrait le carton et on voyait si c'était le sapin géant, si c'était le bac à sable, si ça correspondait à ce qu'on avait prévu. Puis de proche en proche, on a fait évidemment des mini chasses au trésor dans le gymnase. En parallèle, on mettait en place des jeux d'orientation dans la cour de l'école. Je ne vais pas les détailler, ce sont des jeux d'orientation tout à fait classiques. Suite à cela, nous avons mis en place un nouveau temps de travail en classe où, sur une feuille de papier qui représentait les chemins, avec des boîtes d'allumettes qui représentaient les points caractéristiques dans le parc, nous avons fait la même chose que dans le gymnase, mais non plus en se déplaçant soi-même, en déplaçant un petit personnage sur la feuille de dessin. Puis, rapidement, en enlevant le personnage et en se déplaçant avec son doigt sur la feuille. Puis, en anticipant.
sans utiliser le doigt sur le chemin. Et de proche en proche, on en est venu à l'idée qu'on était quasiment prêt pour faire une course au trésor dans le parc. À partir de là, il n'a plus suffi qu'à encadrer les boîtes d'allumettes sur la feuille pour disposer d'un plan que l'on s'était approprié et à partir duquel on allait pouvoir retourner dans le parc et faire une chasse au trésor, puis des jeux d'orientation qui reprenaient la logique de ce qu'on avait travaillé dans la cour de l'école. Géographie autour de l'espace proche et jeux d'orientation en éducation physique et sportive avaient conduit à la construction d'un même savoir, le plan du parc qui jouxtait notre école et la capacité à se déplacer sur ce site à partir du plan. Bien évidemment, les élèves n'étaient pas capables de réitérer la chose immédiatement à partir de n'importe quelle carte sur un lieu qu'ils ne connaîtraient pas. Mais nous avions fait un pas en avant en direction de la relation carte-terrain, en direction de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, relation entre géographie et EPS au cycle 3 du collège, pour ce qui renvoie à l'espace, à la relation carte-terrain, au déplacement dans cet espace. Une autre perspective renverrait à l'exploitation d'une discipline pour prendre du recul sur l'autre. Il s'agit d'une perspective de travail que j'ai vécue également, qui associait l'enseignement de la lutte et l'enseignement du français en relation avec l'éducation civique et morale. Lorsqu'on pratique des jeux de lutte, on construit des règlements. Lorsqu'on construit ces règlements, ils sont sur le terrain plus ou moins appliqués. Il y a des incidents. Et de proche en proche, nous en sommes arrivés à l'occasion d'une fête de fin d'année à construire un règlement en discutant des problèmes que nous rencontrions, en pratiquant l'activité, des risques possibles, etc. Puis à le rédiger convenablement en langue française avec ses différents articles pour en faire une affiche qui était présente sur le stand où on pratiquait nos jeux de lutte. Ici, français et éducation civique et morale avaient servi à prendre du recul sur les actions que nous mettions en place dans le cadre de la lutte, puis servaient par la suite à piloter un peu mieux ces actions. Une troisième option renverrait au recours à une discipline pour théoriser ou concrétiser l'autre. Les programmes actuels insistent sur ces notions, par exemple concrétiser un certain nombre de notions mathématiques au travers de l'éducation physique et sportive. Il s'agit de quelque chose que j'ai dans un premier temps vécu en enseignant l'EPS au lycée. À ce niveau-là, nous étions avec une terminale C à l'époque, ce qui correspond à du S avec option mathématiques, etc. à l'heure actuelle. Nous pratiquions le sprint et je me suis aperçu de ce que tout d'un coup un élève vomissait. Alors que nous faisions des sprints relativement courts, des départs multiples, courses sur 30 à 40 mètres, on revenait, on changeait de départ, on se donnait des défis, on était en début de cycle au lycée. Et de ce point de vue-là, j'étais occupé par un autre atelier qui était le lancer du disque, je ne m'étais pas aperçu d'une chose, c'est que cet élève qui aimait particulièrement l'activité que nous pratiquions, avec ses camarades qui peut-être étaient plus résistants ou avaient moins mangé à midi, aimait tellement se défier, était rentré dans une dynamique, une émulation, qu'il revenait prendre le départ quasiment en courant. Résultat, au bout d'un certain nombre de séries, ils étaient plus en lactique qu'autre chose. Ils avaient, comme on dit, l'estomac qui commençait à refluer et jusqu'au point où l'un d'eux a vomi. Alors on a parlé des sensations qu'ils avaient eues et de proche en proche, je me suis aperçu de ce que les filières énergétiques avaient été traitées en biologie peu de temps avant et de ce que des élèves de terminale C n'avaient pas été capables de faire le lien d'eux-mêmes entre un cours théorique sur les filières énergétiques et leur vécu d'athlète sur l'instant. Cela nous a permis de faire un point pour en arriver à mettre en relation
les connaissances acquises autour des filières énergétiques et la mise en œuvre de son corps dans le cadre d'une activité telle que l'athlétisme. De ce point de vue-là, bon nombre de connaissances pourraient être construites, gagneraient à l'être dans une perspective interdisciplinaire qui renverrait à la construction de règles d'entraînement. En voici une illustration rapide qui renvoie à l'idée de pause utile. J'imagine que vous le savez, lorsqu'on produit un effort aérobie, la fréquence cardiaque monte, éventuellement relativement haut. Quand on est jeune, 180 voire au-delà, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et lorsqu'on coupe l'effort, cette fréquence cardiaque diminue assez rapidement. Mais elle ne diminue pas rapidement jusqu'à la fréquence cardiaque au repos. On diminue très rapidement jusqu'à 120, puis on a un petit coude de la courbe de diminution jusqu'à 90, et à partir de 90, la diminution de la fréquence cardiaque est extrêmement lente. On retrouvera sa fréquence cardiaque au repos quasiment le lendemain. En d'autres termes, si on attend d'avoir récupéré sa fréquence cardiaque au repos, on ne s'entraîne jamais. On fait un essai aujourd'hui, puis on va dormir, et le lendemain, on a de nouveau sa fréquence cardiaque au repos. Il s'agit de prendre appui sur ce qu'on appelle la pause utile, le moment où la fréquence cardiaque est redescendue entre 120 et 90 pulsations par minute, pour pouvoir reprendre son effort. C'est une règle d'entraînement dans le cadre d'un travail aérobie qui gagne à être construite dans le cadre d'un travail interdisciplinaire. On pourrait imaginer ici un temps de travail numéro 1 en éducation physique et sportive où on effectue des efforts physiques et où, après l'effort, on mesure sa fréquence cardiaque. 15 secondes de prise de pouls, on donne le chiffre, un camarade le note. 15 secondes de récupération, un troisième camarade donne le top, on reprend le pouls, bref, on prend son pouls de manière répétée post-effort et on engrange des données. Ce qui permettrait, dans un temps numéro 2, un travail en lien avec la technologie, l'informatique, pour produire une représentation de l'évolution de notre fréquence cardiaque post-effort au travers du temps. Chacun disposerait d'une courbe, ce qui permettrait de produire une courbe moyenne pour le groupe classe, où l'on verrait qu'on a une courbe commune à tous, mais avec des décalages dans le temps. Pour les élèves les plus en forme, on va très rapidement tendre vers le 90 et une courbe presque horizontale qui descend tout doucement vers la fréquence cardiaque au repos. Pour les élèves moins en forme, on va avoir une courbe qui descend plus en pente douce vers le 90. En tout état de cause, on a ici une construction renvoyant à la représentation d'un certain nombre de données prises en EPS qui serait exploitable au travers d'un travail en informatique, en mathématiques. Ce qui permettrait un relais dans un temps 3 avec les SVT pour expliquer les raisons de cette courbe commune à tous, pour expliquer également ce qui fait que si l'allure de la courbe est la même pour tous, il y a des décalages dans le temps pour atteindre le 120-90 qui sont liés à un niveau de forme. Une fois la règle d'entraînement construite, on pourrait avoir un temps 4, voire 5 en éducation physique et sportive, où on l'utiliserait pour gérer son programme de travail. Je l'ai même vu réinvesti dans le cadre d'un enseignement en natation, où les élèves s'arrêtaient en bout de ligne d'eau, regardaient la grande horloge qui étaient contre le mur et prenaient leur fréquence cardiaque pour décider du moment où ils reprenaient leur longueur. Voilà un exemple de travail interdisciplinaire renvoyant à la théorisation, la concrétisation d'une discipline par l'autre qui permet d'aboutir à une méthode, une habileté technique, technologique, exploitable pour pouvoir gérer sa pratique physique. Cette proposition est tout à fait cohérente avec des perspectives d'EPI que l'on trouve à l'heure actuelle sur EduSchool 2016, par exemple avec un EPI, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques pour ce qui renverrait au temps 2 que je viens de présenter.
Par exemple, avec un EPI renvoyant à l'idée de connaissance théorique et pratique de l'effort physique dans une perspective de santé, ce qui renverrait à la part en prise avec les SVT, l'EPS constituant ici un axe vertébral pour construire ces savoirs. Ayant quasiment fini ce tour d'horizon, il resterait à souligner qu'un certain nombre d'auteurs, Jacques Tardif, Philippe Pernoud, mettent en avant ce type de travail en indiquant qu'il s'agirait selon eux le plus possible de mettre en place des situations de travail interdisciplinaires à partir de l'étude d'un problème complexe comme celui de la gestion de sa récupération pendant un effort physique pour construire des compétences hybrides faisant appel à une grande diversité de ressources. Ce tour d'horizon, qui ne se veut pas exhaustif, mais vise à stimuler votre créativité, votre imagination en matière d'interdisciplinarité étant opéré, nous allons désormais zoomer sur un cas très particulier, encore peu étudié, mais pour lequel nous aurions un exemple extrêmement valorisant à mon sens du point de vue des jurys, sur la transdisciplinarité.